Chers étudiants, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. La vidéo que je vous présente porte sur l'augmentation du capital par incorporation des réserves qui fait partie du chapitre 5, modification du capital du module compta des sociétés. Alors, pour introduire ce cours, je dirais, lorsqu'une société dispose de réserves et primes abondantes, il peut décider d'en incorporer une partie au capital. Cette décision de la société est encadrée au triple plan juridique, comptable et fiscal, qu'il faut rappeler brièvement dans cette introduction. Selon les lois sur les sociétés, la loi numéro 1795 et la loi sur la société anonyme et la loi numéro 595 sur la SAR, la société en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par action, qui constituent le fondement juridique de l'augmentation du capital, la décision doit être prise dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce qu'il va s'agir d'une modification des statuts et plus précisément de l'article relatif au capital. La loi fiscale, le Code général des impôts, définit les obligations fiscales de l'opération. Au plan comptable, le Code général de normalisation comptable, notamment le volume 4, prévoit les comptes et les méthodes d'enregistrement de l'augmentation du capital. Comment la comptabilité traite l'augmentation du capital par incorporation de réserves? Telle est la question à laquelle nous allons donner des éléments de réponse. Le plan est le suivant. Premier point, le principe de l'augmentation du capital par incorporation de réserves. Deuxième point, les modalités d'augmentation du capital. Troisième point, l'enregistrement des frais d'augmentation du capital. Et le dernier point serait la conclusion sur les enjeux de l'augmentation du capital par incorporation des réserves. Alors, commençons par le principe. Il s'agit de dire que l'augmentation du capital par incorporation des réserves consiste en une capitalisation des réserves, c'est-à-dire transformation des réserves en capital par un simple jeu d'écriture entre les comptes réserves et capital. Autre élément important, le nouveau capital issu des réserves doit être rémunéré par les dividendes. Pour mettre en relief ce principe, prenons l'exemple simple que je vous demande de bien garder en mémoire parce que nous allons nous en servir comme moyen d'illustration pour le reste de ce cours au moment opportun. Alors, revenons à l'exemple. L'actif net de la société Atlas au capital de 500 000 dirhams, 5 000 actions de 100 dirhams, se présente au 31/6 de l'année N comme suit. Nous avons le capital 500 000, la réserve légale 40 000, la réserve statutaire 350 000 et la réserve facultative 272 500. Total de l'actif net 1 162 500. Remarquons qu'au passage, la valeur mathématique comptable de l'action est de 1 162 500 divisé par 5 000 égale 232,5. Supposons qu'à cette date, c'est-à-dire le 36 de l'année N, la société décide d'incorporer 250 000 dirhams de la réserve facultative au capital. L'actif net devient donc le capital 750 000, c'est-à-dire 500 000 plus 250 000, la réserve légale 40 000, la réserve statutaire 350 000 et la réserve facultative n'est que de 22 500. C'est-à-dire qu'il a diminué de 250 000 qui sont allés augmenter le capital. Il faut noter, à la lumière de cet exemple, que l'actif net n'a pas été modifié. 1
162 500 avant comme après augmentation du capital. Autrement dit, l'incorporation des réserves au capital n'a aucun effet sur les moyens de financement de l'entreprise. Deuxième remarque, les dividendes sera payé sur le montant du capital, 750 000, alors qu'avant, les 250 000 qui ont été intégrés au capital étaient utilisés gratuitement. Voyons maintenant comment réaliser et comptabiliser l'incorporation des réserves au capital. Il s'agit d'étudier les modalités d'augmentation du capital par incorporation des réserves. Partant de l'égalité que nous avons vue lors de l'étude de la constitution des sociétés, que le capital est égal au nombre de titres multiplié par la valeur nominale. Alors, le capital peut être augmenté de deux manières. Soit on augmente la valeur nominale et le nombre de titres reste fixe, soit on augmente le nombre de titres et la valeur nominale reste inchangée. Alors, commençons par l'augmentation de capital par la valeur nominale. Il s'agit donc d'augmenter la valeur nominale ancienne par un montant qui est déterminé par le rapport montant des réserves incorporées au capital sur nombre de titres. D'après l'exemple de la société Atlas, la valeur nominale augmente de 250 000 divisé par 5 000 égale 50 dirhams. La nouvelle valeur nominale devient 100 plus 50 égale 150 dirhams, alors que le nombre de titres est inchangé, 5 000 actions. Le nouveau capital est donc 5 000 multiplié par 150 égale 750 000. L'écriture est, comme vous le constatez, très simple. Il s'agit de débiter les réserves parce qu'ils ont été diminués et augmenter le capital du même montant. Le libellé doit préciser la nature de l'augmentation de capital. Ici, il s'agit d'une augmentation de capital par augmentation de la valeur nominale. Il faut remarquer que les 5 000 actions de 100 dirhams chacune sont remplacées par 5 000 actions de 150 dirhams. Et que cette modalité d'augmentation de capital est forcément limitée aux anciens actionnaires. Les nouveaux actionnaires, les personnes étrangères, ne peuvent pas, à travers cette modalité, ne peuvent pas intégrer la société qui a augmenté le capital. Pourquoi? Parce que la société s'est limitée à augmenter la valeur nominale des actions existantes et n'a pas créé de nouvelles actions ou des actions supplémentaires. Voyons maintenant la deuxième modalité, augmentation du nombre de titres. Il est question donc de créer un certain nombre de titres qui est égal au montant des réserves incorporées au capital divisé par la valeur nominale. D'après notre exemple, le nombre de titres à créer est de 250 000 divisé par 100 égale 2500 actions. Le nombre de titres, donc, après cette opération, après la création de nouvelles actions, est de 7500 actions de valeur nominale 100, alors que l'actif net est inchangé, 1 162 500, ce qui fait que la valeur mathématique après augmentation du capital est de 155 dirhams, au lieu de 232,5 avant augmentation du capital. On constate donc qu'il y a une perte de valeur par action. Maintenant, le problème qui se pose, c'est de distribuer les 2500 actions gratuites aux actionnaires. Pourquoi gratuites? Parce que les réserves appartiennent aux actionnaires. Les réserves sont la propriété des actionnaires. C'est des bénéfices non distribués. Alors,
pour résoudre ce problème de distribution des actions gratuites, la société crée pour chaque action un droit d'attribution. Maintenant, avant de voir comment le droit d'attribution permet de résoudre le problème de la répartition des actions nouvelles, il faut définir les droits d'attribution et ensuite donner la formule du calcul de la valeur théorique et, troisième point, voir comment calculer le nombre de droits d'attribution dans une société donnée. Alors, commençons par la définition. Le droit d'attribution représente la perte de valeur des titres de fait de l'augmentation de capital. Le DA se calcule par la différence entre la valeur des titres avant augmentation et du capital et sa valeur après augmentation. Dans la société anonyme Atlas, la valeur de l'action avant augmentation est de 232,5, alors que sa valeur après augmentation est de 155 dirhams. Cela signifie que chaque action a perdu 232,5 moins 555, valeur avant moins valeur après, égale 77,5, c'est-à-dire la perte de valeur par action, c'est-à-dire la valeur théorique du droit d'attribution. Le droit d'attribution est donc la perte de valeur par action. Sa valeur théorique se détermine par la différence entre la valeur avant et la valeur après augmentation de l'action. Il s'agit de la valeur mathématique. Bien, concernant la généralisation du calcul de la valeur théorique du droit d'attribution, il faut dire que si on donne n égale nombre de titres anciens, n' le nombre de titres émis, v la valeur des titres avant augmentation du capital, v' la valeur des titres après augmentation de capital. Alors je parle de titres pour signifier que cette méthode est aussi valable pour les actions que pour les parts sociales. On peut écrire donc DA égale V avant moins V après. Le développement de cette égalité conduit donc après coup à la formule suivante que vous voyez, elle est écrite en rouge. DA égale V multiplié par N' sur N plus N'. À titre d'application, prenons le cas de la société Atlas. Vous avez 232,5, la valeur avant, multiplié par 2500, nombre de titres nouveaux, divisé par le nombre total des titres, ça donne 77,5. Venons-en maintenant, troisième point, le nombre de DA dans une société. À quoi est égal le nombre de droits d'attribution dans une société donnée après augmentation du capital par incorporation des réserves? On sait que le DA est associé à l'action ancienne. Autrement dit, à chaque action ancienne est associé un droit d'attribution. Il y a donc autant de droits d'attribution qu'il y a d'actions anciennes. Je parle d'actions, je peux en dire autant pour les parts sociales. Dans la société Atlas, il y a 5000 DA, de valeur théorique de 77,5. Pourquoi 5000 DA? Parce qu'il tout simplement, la société a 5000 actions avant augmentation de capital, 5000 actions anciennes. Cette égalité entre le nombre de droits d'attribution et le nombre de titres anciens est absolument fondamentale à ne pas oublier. Au niveau individuel, on retrouve cette égalité. Chaque actionnaire a autant de droits d'attribution que d'actions anciennes détenues. S'il a 10 avant augmentation de capital, après, il se trouve avec les 10 actions de valeur mathématique inférieure et 10 droits d'attribution. S'il avait 100 droits d'actions anciennes, il aura 100
droits d'attribution. Autant de droits d'attribution qu'il y a d'actions anciennes. Voyons maintenant l'utilisation des droits d'attribution. Le droit d'attribution a été créé justement pour résoudre le problème de la distribution des actions gratuites. Eh bien, alors, le détenteur des droits d'attribution peut, selon sa stratégie, selon ce qu'il veut, selon ce qu'il envisage de faire, soit participer à l'augmentation des capitales ou ne pas participer. Donc, s'il décide de participer à l'augmentation de capital, il va échanger les droits des A contre les actions gratuites. Sinon, il vend les droits et encaisse le produit de la vente. Prenons le premier cas, c'est-à-dire que le détenteur des droits d'attribution va échanger ses droits contre l'action gratuite sur la base du rapport d'attribution qui s'obtient par la formule nombre d'actions nouvelles sur nombre d'actions anciennes pour compenser la perte. L'objectif du droit d'attribution, l'objectif ultime, c'est de compenser la perte de valeur par action. Alors, prenons l'exemple toujours de la société Atlas. Le rapport d'attribution est de 2500 divisé par 5000, soit 1 sur 2, c'est-à-dire que 2 droits d'attribution donnent droit à une action gratuite. Celui qui a 2 actions anciennes, donc 2 DA, peut avoir une action gratuite de 155, ce qui signifie que 2 DA égale 155, donc 1 DA égale 77,5. Alors, remarquons que sa part dans l'actif net n'a pas changé, puisqu'il avait 2 actions de 232,5 chacune, et se retrouve avec 3 actions de 155 dirhams. Pourquoi 3? Parce qu'il a converti les 2 droits en une action gratuite. 3 actions de 155 dirhams, soit 232,5 multiplié par 2, la situation avant augmentation des capitales, est égale à 3 fois 155, c'est-à-dire la situation après augmentation des capitales égale 465. La perte a bien a été compensée. Autrement dit, le droit d'attribution a bel et bien permis la compensation de la perte par action. Maintenant, voyons la deuxième option, c'est-à-dire qu'il décide de vendre les droits d'attribution. Les droits d'attribution sont négociables à un ancien actionnaire et le cas échéant à un nouvel actionnaire. Remarquez que par cette négociabilité, le DA permet aux personnes étrangères d'accéder à la société par l'acquisition des droits d'attribution et donc la transformation de ces droits en actions gratuites. Et voilà, maintenant, supposons qu'un actionnaire détenteur de 2 actions décide de vendre ces 2 DA au prix de 80 dirhams. Alors, pourquoi 80 dirhams? C'est le prix négocié, le prix convenu. Le prix convenu entre l'acheteur et le vendeur des droits. 77,5, c'est sa valeur théorique. C'est ce qu'a théoriquement perdu l'action. Donc, sa part dans l'actif net n'est plus que 2 fois 155 égale 310. Alors qu'il était, c'est-à-dire sa part dans l'actif était de 2 multiplié par 232,5 égale 465, soit une diminution de 155. Pourquoi diminution? Parce qu'il a vendu ses 2 droits et encaissé le prix. La part dans le capital est toujours de 2 multiplié par 100, sur la valeur nominale. Il n'a pas changé. Après, comme avant, il a toujours 200 dirhams dans le capital de la société.
De là, il faut en dire la remarque suivante. La baisse de la part dans l'actif n'entraîne pas la baisse de la part dans le capital. Ce monsieur, détenteur de 2 actions, a vendu ses droits et par la même occasion, il a diminué sa part dans l'actif net, mais sa part dans le capital reste inchangée. Pourquoi? Parce qu'il a vendu le DA, le droit d'attribution, et non le titre. Écriture comptable de cette opération, c'est-à-dire de l'augmentation du capital par création de titres nouveaux. Alors, supposons que 2 actionnaires A et B détiennent respectivement 11 et 9 actions anciennes, donc 11 et 9 DA. Ces actionnaires décident de faire prévaloir tous les droits dont ils disposent, c'est-à-dire utiliser tous les droits. On nous demande de passer l'écriture comptable chez la société Atlas, c'est-à-dire la société qui a créé qui a incorporé les réserves au capital et a créé des actions gratuites, et analyser la situation et enregistrer la transaction chez A, transaction sur le DA chez A et chez B. A et B sont considérés comme des personnes morales qui tiennent une comptabilité. Alors, chez la société Atlas, qui a augmenté le capital par incorporation des réserves, l'écriture est simple, elle est comme la première, lors de la première modalité, sauf que le libellé qui est différent, puisqu'il est précisé qu'il s'agit d'une émission de 2500 actions gratuites de 100 dirhams. Alors, notez bien, la transaction sur le DA ne concerne pas la société, parce que les DA sont la propriété exclusive des associés. Par conséquent, il n'a pas à être enregistré chez la société Atlas. La seule écriture, c'est celle qui constate l'augmentation du capital par incorporation des réserves. Voyons maintenant la situation chez A et B. Nous avons choisi de passer l'écriture chez ces 2 actionnaires pour donner à nos étudiants une vision globale de la chose, pour mieux comprendre cette opération d'augmentation du capital par création d'actions gratuites et l'échange des droits d'attribution. Donc, on va voir que se passe-t-il chez A et B par suite de, si vous voulez, la participation à l'augmentation du capital. Donc, après augmentation du capital, la situation devient: A possède 16 actions. Pourquoi 16? 11 anciennes, et 11 droits d'attribution. Il a 11 droits d'attribution. 10 droits d'attribution lui donnent droit à 5. Donc, il a 5 actions gratuites, nouvelles. Plus un DA, de 77,5. A possède 16 actions, 11 plus 5, et un droit de valeur théorique de 77,5. B possède 13 actions. C'est la même chose. Il avait 9. Il a converti 8 droits d'attribution en 4 actions gratuites et il lui reste un droit. Donc, les deux ont utilisé tous leurs droits, mais il leur reste un droit. Ils ne peuvent pas le convertir contre une action gratuite. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins 2. Alors, A doit nécessairement soit vendre son DA à B ou un autre actionnaire, ou bien acheter un DA
à B ou à un autre actionnaire. Idem pour B, la même chose pour B. Alors, pour faire simple, supposons qu'après négociation, A vend à B son DA à 77,5. La situation devient après échange de DA, donc B aura 14 actions. Pourquoi 14? Il avait 13 et un droit, il a acheté un droit, donc 13 et 2 droits, ce qui lui fait 14 actions de 155, avec un investissement de 77,5. Pourquoi un investissement? Parce qu'il a acquis le droit d'attribution. A possède, quant à elle, 16 actions de 155 avec un désinvestissement. Désinvestissement, pourquoi? Parce qu'il a vendu le droit d'attribution. Et là, du coup, il a diminué sa part dans l'actif net de la société émettrice, c'est-à-dire la société Atlas. Bon, vous avez la formule qui montre que la situation a bien changé. Il avait 11 actions de 232,5, hein, et ça fait 2557,5, hein, ça c'est la situation avant. Mais après, il a 16 actions de 155, soit 2480, hein. Donc, la différence, c'est 77,5. C'est la valeur de la diminution de la part de A dans l'actif de la société Atlas. Autrement dit, la part de A a diminué de 77 dans l'actif de la société Atlas. Là encore, bien que sa part dans l'actif a diminué, on constate, il faut remarquer que la part de A dans le capital de la société Atlas a augmenté de 500 dirhams. Elle est passée de 11 100, hein, c'est-à-dire 11 fois 100, à 1600, c'est-à-dire 16 fois 100. Maintenant, l'enregistrement de la transaction sur le droit d'attribution chez A et B. Alors, quand on dit enregistrer, l'enregistrement se fait dans le compte. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de compte pour le DA. Il n'y a pas un compte spécifique pour le droit d'attribution. La comptabilisation de l'opération de transaction sur le DA se fait de la même manière et utilise les mêmes comptes que l'opération sur les titres eux-mêmes, c'est-à-dire sur les titres auxquels ils sont liés, auxquels le droit d'attribution est lié. La vente chez le vendeur et l'acquisition chez l'acquéreur. Maintenant, voyons comment A doit enregistrer cette opération de vente parce qu'il a vendu un droit. Alors, on sait que pour enregistrer la vente d'une immobilisation, il faut avoir le prix de cession et le prix d'acquisition. Alors, pour le DA, on connaît le prix de vente. Le prix de vente, le prix de cession, c'est 77,5. Alors qu'on ne connaît pas le prix d'acquisition du droit d'attribution. Et donc, il faut le connaître pour enregistrer la sortie de l'immobilisation. Ce prix, c'est-à-dire le prix d'acquisition du droit d'attribution, est associé au prix d'acquisition de l'action, à savoir 100 dirhams. L'action de la société Atlas souscrite par A a comme valeur nominale qui est égale le prix d'acquisition et le prix de souscription, c'est la même chose, est égal à 100. Donc, à partir de cela, on peut déterminer le prix d'acquisition des droits d'attribution. Le principe de la proportionnalité permet de résoudre ce problème. Alors, on pose 100 correspond à 232,5. X, le prix d'acquisition, correspond à 77,5. Que signifie ça? L'action
qui a été acquise à 100 dirhams a pour valeur actuelle de 132,5. Quel est le prix d'acquisition du droit d'attribution si sa valeur actuelle est de 77,5? Hein? Produit du moyen égale produit extrême, on peut déterminer X égale 33,34. C'est le prix d'acquisition des DA. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que la comptabilisation des droits d'attribution pour l'augmentation du capital par incorporation des réserves ou le droit de souscription, comme nous allons le voir, de l'augmentation de capital par apport nouveau, c'est la comptabilisation de ces deux droits se fait selon deux méthodes. Il y a la méthode théorique, il y a la méthode pratique, c'est-à-dire la méthode qui est acceptée par l'administration fiscale. La méthode que nous avons utilisée ici, c'est la méthode pratique. Donc, cette précision étant faite, nous pouvons passer l'écriture comptable chez la société A. Alors, l'écriture comptable est simple, se fait de la même manière que s'il s'agissait de la vente d'un titre. Premier article constate la cession. Deuxième article constate la sortie de l'immobilisation et la valeur comptable de l'immobilisation cédée. Maintenant, voyons et analysons, puisqu'on nous a demandé d'analyser la situation chez A et B, nous sommes chez A. Alors, A détient 16 actions de valeur nominale 100, ça c'est connu. De valeur mathématique 155, c'est aussi connu. Enregistré dans le compte titre de participation bilan A pour 1066,66. Ça c'est pas connu, donc il faut l'expliquer. D'où vient 1066,1066? Alors, ce chiffre vient de coût. Coût, il est égal à 11 fois 100, c'est-à-dire le coût d'acquisition des 11 actions acquises par A, les 11 actions de la société Atlas acquises par A au prix de 100. Donc le coût d'acquisition, c'est 11 fois 100. Plus 5 fois 0, les 5 actions gratuites, il n'a rien payé contre, moins 33,34, c'est-à-dire la sortie. La sortie, tout à l'heure, le compte titre de participation a été crédité de 33,34. Soit un prix moyen de 1066,66 divisé par 16 égale 66,66. Donc, pour nous résumer, les 16 actions, la valeur nominale est de 100. Valeur mathématique après augmentation du capital, 155. Le prix moyen de chaque action, c'est-à-dire le coût moyen, les titres sont enregistrés à leur prix d'acquisition. C'est pourquoi j'ai dit prix. Et de 66,66. Quel est l'intérêt de cette information, de ce chiffre 66,66? Si A désire vendre des titres, un titre par exemple, une action, elle va créditer le titre de participation de 66,66 pour constater la sortie. Encore un intérêt de cette information, un intérêt supplémentaire, c'est lorsque la société A désire constater une provision, la perte probable serait calculée sur la base du prix de 66,66 à comparer avec le cours de l'action. Voilà. Pour l'enregistrement chez B, très simple, l'acquisition des DA, c'est comme l'acquisition d'un titre. Un titre, placement, participation. La comptabilisation est la même. Donc, banque créditée, puisque l'argent est sorti, et débité, le compte 77,5. B détient 14 actions, valeur nominale 100,
valeur mathématique 150. Pourquoi les deux sociétés détiennent des actions de la même valeur mathématique et de la même valeur nominale? Parce qu'elles sont les actions de la même société, la société Atlas, et enregistrées au bilan B au prix de 977,5, c'est-à-dire 9 fois 100 plus 4 fois 0 plus 77,5. Pourquoi plus? Parce qu'il a acquis, parce qu'il a acheté, soit un prix moyen unitaire de 69,82 dirhams. Maintenant, passons à la comptabilisation des frais d'augmentation de capital. Bon, les frais engagés par la société lors de l'augmentation de capital sont dus essentiellement aux droits d'enregistrement. Il paye des frais d'enregistrement, des frais de greffe, c'est-à-dire le PV de l'Assemblée générale extraordinaire et le rapport du commissaire aux comptes. Il y a aussi la publication au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale. À ces frais d'ordre fiscal s'ajoutent d'autres frais généraux, tels les frais de réunion et les frais d'impression des titres. Voyons maintenant la comptabilisation de ces frais. Bon, supposons que le montant des frais est de 30 milliers. Pour faire simple, nous allons prendre un petit chiffre. Donc, au moment de l'engagement de ces charges, la société passe l'écriture suivante. Classe 6, débité, et le compte banque crédité. La charge débitée et la banque créditée. En fin d'exercice, il y a deux options, deux scénarios. Soit que la société décide d'imputer les charges sur le résultat de l'exercice, donc il n'y a aucune écriture, pas d'écriture. Les charges, les frais sont déjà comptabilisés comme charges. Soit il décide de une activation, c'est-à-dire de les mettre en actif, immobilisés en non-valeur, amortissable. Dans ce cas-là, la société décide de ne pas les imputer sur un seul exercice, mais sur plusieurs exercices. L'écriture à passer est l'écriture de régularisation. Il s'agit de transférer la charge de 30 du CPC où il se trouve vers l'actif des bilans immobilisation en non-valeur et de constater des amortissements sur 5 ans, en principe c'est 5 ans, dotation aux amortissements des immobilisations non-valeur contre amortissement des frais d'augmentation de capital, la dotation est de 6. Pourquoi? Parce que nous avons divisé 30 par 5. Même si l'augmentation du capital a eu lieu en milieu d'année, l'amortissement n'est pas proportionnel. L'amortissement des frais des immobilisations non-valeur n'est pas proportionnel au temps. Voilà, donc nous arrivons à la conclusion pour nous interroger sur les enjeux de l'augmentation du capital. Alors, cette opération n'a pas d'enjeu financier. Pourquoi? Parce que non seulement il n'a aucun impact sur les moyens de financement, mais qu'il nécessite des frais importants et exige le paiement des dividendes sur le nouveau capital issu de l'incorporation des réserves, qui était utilisé gratuitement comme moyen de financement. On voit donc qu'il n'y a pas d'enjeu financier. D'autres opinions considèrent que l'enjeu n'est pas financier, mais il se situe ailleurs. Il s'agit de donner une plus grande garantie aux créanciers. L'augmentation du capital constitue aux yeux du créancier une garantie accrue et surtout stable, puisque la stabilité du capital, en vertu des principes de fixité et aussi d'intangibilité du capital, est plus grande que celle des réserves qui peuvent être distribuées. Reste à démontrer que le bénéfice escompté justifie le sacrifice financier induit
par l'augmentation du capital par incorporation des réserves. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.